Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Thierry Santin, membre du gouvernement et président du Rassemblement Les Républicains. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre actualité, c'est l'annonce mercredi de votre candidature aux législatives dans la seconde circonscription. Mais auparavant, il est utile sans doute de revenir sur le climat politique actuel. Un climat particulièrement tendu avec les élus loyalistes qui quittent le Congrès lors de l'examen du budget 2022. Un budget adopté par les seuls indépendantistes, les membres à venir en confiance qui n'assistent pas à la séance hebdomadaire du gouvernement. Thierry Santin, est-ce qu'on avait déjà connu une telle situation ? Je pense que là, on est arrivé quand même à un certain paroxysme. Mais vous savez, c'est ce qui s'est passé au Congrès en début de semaine n'est que la partie immergée de l'iceberg, d'une certaine façon, parce que ça fait plusieurs mois que nous dénonçons au sein du gouvernement un manque total de collégialité. On pensait qu'au Congrès, malgré tout, on allait pouvoir envisager un travail en commun avec un travail sur des amendements, sur ce budget pour lequel nous avions voté contre quand même au gouvernement. Et on s'est rendu compte que finalement les choses se passaient exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune prise en considération des observations que l'opposition que nous sommes, parce que la réalité c'est celle-là. Aujourd'hui, les indépendantistes ont la présidence du gouvernement et du Congrès, même si ça ne correspond pas à la réalité démocratique du pays, mais la réalité c'est quand même celle-là. Et donc en tant qu'opposition, on s'est efforcé de faire un certain nombre de propositions d'évolution de ce budget au sein du gouvernement d'abord, et on n'a pas du tout été entendu. Et mardi, au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ça a été encore pire, puisque non seulement il n'y avait aucune prise en considération des propositions qui étaient formulées, mais en plus, il y a eu vraiment une forme... La manière de faire a été désastreuse. Il y a eu vraiment On a dénoncé de part et d'autre l'arrogance, l'irrespect, voilà, le mépris. C'est vraiment ce que vous avez ressenti un vrai mépris de la part du gouvernement majoritaire, en particulier de Gilbert Thuyenon, qui était insupportable, enfin inacceptable. Alors, le gouvernement a été installé... le gouvernement que vous présidiez est tombé en février 2021. Le gouvernement de Louis Mapou a été installé fin juillet. Les premiers clashs, ça a été au moment de la déclaration de politique générale. Et depuis, ça s'est aggravé à chaque fois finalement. Mais vous l'avez dit, au mois de février 2021, quand le gouvernement est tombé, donc soi-disant, l'argument principal était a priori un manque de collégialité de ce 16e gouvernement. J'ai toujours pas compris, surtout quand le jour même, faut s'en souvenir quand même, le jour même, le gouvernement que je présidais avait adopté à l'unanimité des 11 membres du gouvernement le débat d'orientation budgétaire 2021, qui avait été construit avec le temps, puisqu'on a organisé plusieurs réunions, plusieurs séminaires même, de journées entières, de discussions, d'échanges, pour arriver à ce résultat, à cette unanimité. Le jour même, donc, démission des membres indépendantistes. Malgré tout, on a discuté entre nous, les 4 membres de l'AEC. On s'est dit, bon allez, on est là pour travailler pour les Calédoniens. C'est pas grave, mettons-nous au travail. La situation est critique. La situation économique, sociale était difficile. Elle l'est encore plus aujourd'hui. La situation sanitaire, souvenez-vous, n'était pas non plus au beau fixe. On avait en plus une échéance électorale quand même fondamentale à la fin de l'année. Donc on avait convenu ensemble de se mettre au travail, malgré tout, pour le bien des Calédoniens. On avait accepté la vice-présidence, Isabelle est vice-présidente du gouvernement, et on s'est investi très sincèrement, à la fois dans nos secteurs de responsabilité qui nous étaient confiés, mais surtout dans la gestion de la crise sanitaire qui, hélas, ensuite a dégénéré. Et puis, on se retrouve en fin d'année pour la déclaration de politique générale, où on a même pas eu la possibilité d'avoir notre mot à dire, puisqu'on a découvert cette déclaration le jour même de sa lecture. On a assisté, malgré tout, à la déclaration du président Mapou. Tout de suite derrière, ils ont commencé à évoquer leur projet de délibération de réforme fiscale, où on aurait bien voulu être consulté sur les choix à faire et puis les priorisations surtout à mettre en œuvre. Et là aussi, vous n'avez pas pu être entendu du tout. Vous n'avez aucune concertation. Derrière, le débat d'orientation budgétaire 2022, toujours pas de concertation. Le budget primitif 2022,
absolument pas concerté. Les seules fois où on s'est rencontrés, c'était au mois de décembre et janvier de l'année. Budget ensuite présenté au mois de mars 2022. Et entre-temps, aucune rencontre, aucune discussion, aucune réunion, aucun séminaire. Enfin, c'est un déni total de la notion même de collégialité au sein de ce gouvernement, quoi. Mais vous-même, vous avez été, on le rappelle, un président du Congrès, président du gouvernement. Avec l'expérience qui est la vôtre, vous expliquez les choses comment? C'est une volonté des indépendantistes de ne pas mettre en œuvre la collégialité? C'est une incapacité à gérer les choses? C'est une volonté majoritaire? Ça s'explique comment? Clairement, c'est une volonté majoritaire, hein. Je veux dire, les décisions qui sont prises aujourd'hui au sein du gouvernement sont des décisions purement majoritaires, dès lors qu'il y a une forme d'opposition ou même parfois simplement de questionnement de notre part. C'est même pas une opposition bête et méchante, c'est une opposition constructive où on fait des propositions quand même face aux différents projets et textes que j'ai évoqués précédemment. Et là, aucune prise en considération. Donc il y a une vraie volonté majoritaire. Mais je crois que cette situation, elle montre surtout l'obsolescence de nos institutions calédoniennes d'aujourd'hui, avec cette pluralité de partis politiques représentés dans nos institutions. Quand même, hein, le gouvernement, 11 membres, il y a 7 partis politiques qui sont représentés, que ce soit du côté loyaliste ou du côté indépendantiste, en l'occurrence. Donc c'est cette réalité-là, hélas, que l'on constate aujourd'hui, où on ne peut plus continuer à fonctionner de cette façon-là. Donc dans la perspective, on est en plein dedans, dans la perspective de ce que nous devons faire demain, c'est forcément un sujet qu'on va devoir mettre sur la table et revoir et modifier pour qu'il puisse y avoir une vraie capacité de gestion d'un gouvernement, parce que c'est quand même le rôle d'un gouvernement. Un gouvernement, c'est là pour gérer le quotidien des Calédoniens et pas autre chose, pas pour faire de la politique politicienne. Et donc il faut arriver à trouver les moyens, les méthodes ou les modes d'élection qui permettent véritablement une capacité de gestion d'un gouvernement. Un gouvernement collégial, ça a fait son temps, ça peut plus marcher. En tout cas, tel qu'il est aujourd'hui, clairement, ça ne fonctionne plus. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer une forme de représentativité indépendantiste au sein du gouvernement, mais il faut qu'il y ait une majorité qui puisse exercer véritablement une politique que les Calédoniens auront choisi majoritairement dans une élection, comme ça fonctionne dans les différentes assemblées de province. En réalité, les provinces, elles, fonctionnent normalement parce qu'il y a des majorités qui s'installent et qui mettent en œuvre une politique pour laquelle elles ont été élues. Il faut trouver un mode de nomination ou d'élection qui permette également ce genre de capacité de gestion. Je ne veux pas aller plus loin parce que ça sera forcément des points qui vont être discutés ensuite dans le cadre des négociations sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est bien dans ce cadre-là que les choses vont se décider. Mais on ne peut pas ne pas revoir le mode de fonctionnement actuel des institutions territoriales de la Nouvelle-Calédonie. Et en attendant, est-ce qu'il faut faire chuter le gouvernement? Est-ce que c'est une intention, une volonté des membres à venir en confiance du gouvernement? Dans l'état actuel des choses, au jour où on se parle, la question peut-être se pose pas, puisque la réalité du constat qu'on peut faire aussi avec ce qui s'est passé cette semaine pour le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a une vraie majorité indépendantiste qui va au-delà des partis traditionnels indépendantistes. Le LNI et l'UC, l'éveil océanien a clairement marqué sa tendance indépendantiste en votant systématiquement avec les indépendantistes. On aurait pu penser que dans leur logique d'équilibre, comme ils essayent de le faire, ou de le dire en tout cas, ils auraient pu nous accompagner sur les propositions d'amendements qui étaient posées sur la table du Congrès, ce qui n'a pas du tout été le cas. Ils ont systématiquement voté avec les indépendantistes. Donc il y a une vraie majorité indépendantiste aujourd'hui au sein du gouvernement et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc quel serait l'intérêt de faire tomber le gouvernement au moment où on se parle, sachant que le lendemain, les choses, hélas, risquent d'être les mêmes. Donc c'est pas le moment, mais je pense que ça ne peut pas non plus continuer de cette façon-là. Ce qui s'est passé dans le départ des loyalistes du Congrès et dans notre non-participation à la séance du gouvernement le lendemain, c'est surtout une manière, c'est un électrochoc si vous voulez, qu'on essaye de faire passer, de dire à nos partenaires opposants indépendantistes que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner, qu'il faut changer la méthode, il faut qu'on discute. C'est toujours comme ça que les choses se sont passées. À l'époque, c'était nous qui étions dans la majorité et eux dans l'opposition, et on a toujours, il n'y a jamais eu un budget de la Nouvelle-Calédonie voté sans amendement. Ça n'a jamais existé. Là, c'est la première fois que ça arrive. Donc c'est ça qu'on essaye de dire. C'est changeant de méthode et on reviendra autour de la table des discussions et du travail. Et de toute façon, on est là pour travailler tous. Voilà, après les tensions de mardi, vous avez l'impression que le dialogue est possible, que vous allez pouvoir renouer les fils du dialogue, comme on dit, aussi bien au Congrès qu'au gouvernement?
C'est nécessaire, Ou est-ce que c'est ça a été trop essentiel. violent et trop dur entre vous? Il faut visiblement que les choses soient un peu dures et on l'a montré, hein, on est capable de s'unir, hein, toutes les tendances loyalistes du pays. Hein, je vous dis ça parce qu'on va certainement en parler tout à l'heure. Donc on a montré cette capacité d'union quand on est face à une situation inacceptable, comme ça a été le cas cette semaine. Mais le dialogue, il est absolument nécessaire. Et ce que j'espère, c'est que les indépendantistes prennent conscience de cette réalité et changent d'attitude pour qu'on revienne à la table d'abord du travail dans nos institutions et demain dans les discussions que nous devrons avoir pour l'avenir de notre pays, de nos enfants et nos petits-enfants. Oui, justement, ces discussions sur l'avenir, là, nous sommes 3 mois et demi après le référendum du 12 décembre. C'est ce qu'on a appelé la période de transition qui doit durer 18 mois. Pour l'instant, on ne parle pas beaucoup. Et justement, dans les conditions politiques actuelles, avec aussi les surenchères qu'on a pu entendre dans les réunions indépendantistes, qui remettent en cause maintenant les résultats du référendum, etc. Comment est-ce qu'on peut envisager de préparer l'avenir institutionnel? Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de mettre tout le monde autour de la table, comme c'est prévu dans l'accord de Nouméa, pour examiner la situation ainsi créée, ou en tout cas pour préparer l'avenir? Moi, surtout, ce que je constate, et ça rejoint encore ce qui s'est passé cette semaine au Congrès, c'est qu'il y a un décalage entre le discours des leaders indépendantistes et la réalité du pays. Vous savez, on a organisé au rassemblement plusieurs tables rondes citoyennes où on a eu cette volonté d'aller au contact de la population et de discuter avec les gens. Et on a eu la chance, dans toutes ces tables rondes, d'avoir finalement toutes les tendances qui ont participé à ces tables rondes. Il n'y a pas que les adhérents du Rassemblement, il n'y a pas que les militants du Rassemblement. C'était pas des conventions du Rassemblement, c'était bien des tables rondes citoyennes. C'est à ce à quoi je tenais véritablement, que ce soit une démarche apolitique, même si c'était mon parti qui l'organisait. J'aurais souhaité que ce soit l'État qui le fasse au tout début. Ça n'a pas été le cas, donc j'ai pris la décision de le faire. Mais dès le départ, j'ai posé les conditions de cette consultation avec vraiment une démarche apolitique, avec une ouverture totale à toutes les autres sensibilités politiques du pays, mais de la société civile en général, et surtout un engagement de ma part d'en rendre public ensuite les débats. C'est ce que nous allons faire dans les semaines à venir. Eh ben, là, on voit véritablement le fossé, je le répète, entre les représentants. On constate que nos institutions, les membres qui sont élus dans nos institutions, ne représentent plus la réalité de notre pays. On a de telles postures, et je suis convaincu que c'est la situation qui le veut, de telles postures politiques dans nos institutions, qu'on ne parle plus finalement au nom des Calédoniens en général. Ce qui s'est passé encore une fois au Congrès le prouve, je suis convaincu, la majorité des Calédoniens, quels qu'ils soient indépendantistes ou pas indépendantistes, ne peuvent pas accepter que la minorité soit traitée de cette façon-là. Ça fait 30 ans que ça fonctionne plus comme ça. On a passé des accords les uns avec les autres justement pour que la majorité prenne en compte la minorité. Alors c'est sûr, pendant très longtemps, c'était les loyalistes à la majorité et les indépendantistes à la minorité, dans les institutions, je parle. Maintenant, c'est l'inverse. Et maintenant qu'ils sont aux responsabilités, alors que c'était les premiers à crier au loup dès lors qu'il n'y avait pas de consensus ou de discussion consensuelle, et c'est les premiers aujourd'hui qui ne le font pas. C'est pas possible. D'autant plus que dans la population, ils ne sont pas majoritaires en plus, comme l'ont prouvé les... Et voilà, a fortiori quand on sait que cette majorité institutionnelle n'est pas représentative de la réalité du pays, comme l'a prouvé les 3 derniers référendums de la Nouvelle-Calédonie. Enfin voilà, c'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et c'est bien ce qu'on a voulu dire à ce moment-là, et en espérant que ce soit entendu et qu'on puisse passer à autre chose et continuer à avancer. Pour revenir d'un mot sur ces tables rondes, il y a des choses qui vous ont surpris vraiment, à part donc cette déconnexion entre la population et ses élus. Il y a eu des réflexions, des travaux qui vous ont interpellé, qui peuvent vous servir dans les discussions pour l'avenir? Je suis convaincu que ça nous servira dans les discussions. Oui, il y a eu des choses très intéressantes et qui sortaient peut-être un peu de l'ordinaire. Après, il y a eu des choses auxquelles on s'attendait, forcément. Je ne vais pas en dévoiler davantage puisqu'on fera un communiqué de presse ou une conférence de presse pour en divulguer la substance. Mais ce qui est sûr, c'est que l'avantage de ce genre de démarche, c'est justement que la société civile, elle a cette légitimité qu'elle n'est pas biaisée, que sa réflexion n'est pas biaisée par, je le répète, des postures, des a priori, des doctrines ou ce qu'on veut. Et qui cherche à chaque fois, cette société civile, quand elle est face à un problème, elle va aller chercher des solutions pragmatiques, simples.
Et c'est ça qui est ressorti finalement de ces tables rondes. Et là, finalement, on fait les choses dans l'ordre. Hélas, peut-être on l'a pas fait des années précédentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on met les bœufs avant la charrue. C'est-à-dire qu'on consulte d'abord les Calédoniens, les citoyens calédoniens. Ils nous disent comment eux voient la société calédonienne de demain. Et j'espère, en tout cas moi je ferai cet effort-là, c'est de prendre en considération cette réflexion de la société civile calédonienne pour nous en inspirer ensuite dans la réflexion dont nous avons la responsabilité, les responsables politiques, qui est l'avenir institutionnel. Comment on organise ensuite nos institutions, nos collectivités, pour répondre au mieux aux attentes des Calédoniens. C'est tout le fond de la démarche que nous avons lancée. C'est notre démarche. J'entends que d'autres vont faire quelque chose de similaire. J'entends que l'État va également faire une démarche, elle, par écrit. J'entends que le CESE aussi va s'auto-saisir d'un certain nombre. Tout ça, c'est bien. Tout ça, ce sont des bonnes choses, ce sont des bonnes démarches, dès lors qu'on va au contact des Calédoniens et qu'on leur demande ce qu'ils pensent de leur avenir et comment ils voient leur avenir pour eux et pour surtout nos enfants et nos petits-enfants demain, les générations suivantes. Mais avant d'entrer dans le dur de ces discussions sur l'avenir, il y a un certain nombre d'échéances électorales, vous le savez. Les prochaines, c'est d'abord l'élection présidentielle, c'est les 10 et 24 avril, c'est-à-dire que c'est demain. Le Rassemblement est engagé dans le soutien à Valérie Pécresse et vous recevez même Florence Portelli qui vient participer à cette campagne. Ce sera pratiquement la seule représentante nationale à venir participer à la campagne présidentielle en Calédonie. Je vous confirme que Florence Portelli arrive ce soir et organise une grande réunion publique lundi prochain à 18h au Centre culturel du Mont d'Or, réunion publique, c'est-à-dire ouverte à tous, à tout le monde, tous ceux qui le souhaitent, pourront participer à cette rencontre avec Florence Portelli, qui est une des porte-paroles de Valérie Pécresse et qui pourra donc développer le programme de Valérie Pécresse au niveau national, bien sûr, mais surtout au niveau calédonien. Et j'espère pourra apporter des réponses à un certain nombre de questions que se posent nos compatriotes. Très franchement, Thierry Sontac, quand vous voyez où est Valérie Pécresse aujourd'hui dans les sondages, vous inquiétez, comment est-ce que vous réagissez? Vous vous attendiez à ce qu'elle soit mieux située, en tout cas à 10 jours de l'élection aujourd'hui? Vous savez, moi, les sondages, je m'en méfie beaucoup. Je vais prendre un exemple très simple. Je veux juste rappeler aux Calédoniens, les sondages avant le premier référendum, où on annonçait un score extraordinaire pour les non-indépendantistes. Le fameux 70-30. Le fameux 70-30, et on s'est retrouvé avec le score que tout le monde connaît. Je me rappelle aussi des sondages des élections présidentielles précédentes. Ce que je veux dire par là, c'est que les sondages ne mettent en avant que ceux qui s'expriment, qui donnent un avis sur un candidat ou un autre. Par contre, on fait souvent abstraction de la grande masse qui ne s'exprime pas, c'est-à-dire qui n'ont pas encore décidé. Et souvent, les décisions se prennent dans la dernière semaine, voire le dernier jour, au moment de mettre le bulletin dans l'urne. Donc moi, je suis convaincu que Valérie Pécresse et surtout toute l'équipe qui l'entoure, il y a des ténors quand même autour d'elle, ceux qui ont participé entre autres à la primaire des Républicains, donc elle et toute son équipe, ont encore la capacité, et ils sont sur le terrain, ils vont voir les Français partout en France. Madame Portelli vient ici en Nouvelle-Calédonie, et comme vous le dites, c'est la seule, à ma connaissance, qui va faire cet effort-là. Je suis convaincu que cette dernière semaine sera décisive et que Valérie Pécresse a toutes ses chances d'arriver au second tour, face probablement à Emmanuel Macron, si on en croit les sondages, mais on verra. Mais je suis surtout convaincu que c'est la seule qui peut battre Emmanuel Macron si elle se retrouve au deuxième tour face à lui. Après la présidentielle, ce sont les élections législatives. Elles sont prévues les 12 et 19 juin. Et alors, vous avez créé un peu la surprise en annonçant votre candidature mercredi. Vous êtes candidat dans la seconde circonscription, Virginie Ruffnac dans la première. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette annonce à ce moment-là? Je le dis, ça a un peu surpris. Très honnêtement, c'est quelque chose qui a été donc préparé. Vous savez, il y a quand même une démarche interne au sein du mouvement du parti que je préside de consultation des instances internes. Tous Calédoniens, qui est l'autre parti politique de Pascal Vittori, qui nous soutient, comme vous le savez, a également fait les démarches qu'il fallait de son côté. Donc il y a quand même des choses qui doivent se préparer, s'organiser. Et puis finalement, c'est très bien tombé par rapport à ce qui s'est passé la veille au Congrès, où on savait bien qu'un des reproches qui nous serait fait serait soi-disant la division du camp loyaliste. On le voit, on l'entend sur les réseaux et dans les médias. Et quelque part, avec la position qui a été prise la veille face à ce qui était inacceptable, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, prouve que nous avons cette capacité de nous unir dans les moments particuliers. Par contre, nous sommes convaincus qu'il faut que les Calédoniens aient malgré tout le choix
entre les différentes visions de l'avenir, les différentes méthodes aussi, pour atteindre cette vision que chacun peut avoir, qu'ils aient le choix lors du premier tour des élections législatives. L'unité, c'est pas l'uniformité, hein. Au contraire, je suis convaincu que l'unité, c'est la diversité des idées qui peut apporter quelque chose de constructif et de partagé. Hein. C'est pas en imposant, comme les indépendantistes veulent le faire aujourd'hui, encore une fois, c'est pas en imposant une idée qu'elle devient la meilleure. C'est en parlant, en discutant, en échangeant, et que ce débat se fasse devant les Calédoniens, pas dans des petites instances, dans des petits bureaux entre élus que nous sommes. Non, non, je crois que les Calédoniens ont le droit d'avoir la vision de chacun, qu'ils se fassent eux-mêmes leur propre opinion, et qu'on ait ensuite la responsabilité, tous mouvements loyalistes confondus, de se réunir à nouveau, s'il le faut, au deuxième tour, si par malheur, on a un candidat indépendantiste face à soi. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Il faut qu'il y ait de la démocratie. Le premier tour, il sert à ça, et que cette démocratie, ensuite, soit responsable au deuxième tour pour éviter qu'il y ait un candidat indépendantiste qui soit élu député de la nation française. Pas de candidature unitaire, mais un pacte de non-agression, un accord de désistement pour le second tour, ça vous paraît être... En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on envisage cette campagne à venir, oui. Alors sur le fond, pourquoi Thierry Chantal êtes-vous candidat à ces législatives? Est-ce que c'est une envie que vous aviez, ou est-ce que c'est parce que vous avez été désigné par les instances de votre parti? Ça s'est passé comment? Et ça fait longtemps que vous avez envie de vous présenter aux législatives? C'est une vraie volonté de ma part. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'investir en politique. C'est de pouvoir apporter ma pierre à la construction de l'édifice de la Calédonie de demain. On finit l'accord de Nouméa, mais on commence autre chose. Et c'est bien cette volonté qui a été la mienne, qui m'a incité à me présenter aux élections en 2014 la première fois, parce que je pensais que c'était le dernier mandat de l'accord de Nouméa. Finalement, ça a duré un mandat de plus, et donc je me suis présenté également en 2019. Et cette volonté qui est la mienne, comment arriver à assurer finalement cette participation à ces discussions d'avenir, sinon en se présentant à cette élection législative pour devenir député de la Nouvelle-Calédonie et ce faisant porter la voix des Calédoniens dans ces discussions demain, que ce soit autour de la table des discussions avec nos partenaires indépendantistes et l'État, ou que ce soit au sein de l'Assemblée nationale, parce que ce qui va se passer en Calédonie va avoir une influence nationale sur la Constitution française et sur des lois organiques. Et ça, c'est bien l'Assemblée nationale et le Sénat, dès lors qu'on modifie la Constitution, qui vont avoir leur mot à dire. Et ben, je souhaite que les Calédoniens me fassent confiance et me permettent d'être présent ce jour-là au sein de ces hémicycles pour porter la voix de tous les Calédoniens. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la seconde circonscription? C'est aussi une question qui se pose. Ça, c'est ma sensibilité. La première, c'est Nouméa et les îles, pour faire bref, et la seconde, celle dans laquelle vous êtes candidat, c'est tout le reste de la Grande Terre. Si on connaît un petit peu mon parcours, j'ai eu la chance de passer plusieurs années de ma vie, plusieurs parties de mon enfance en tout cas, à Thio, où mon père habitait, chez qui j'allais régulièrement en vacances. J'ai passé de nombreuses années professionnelles au Mont d'Or en tant que secrétaire général de la commune du Mont d'Or avec Pierre Frougier d'abord et Éric Gay ensuite. Mon premier investissement politique officiel, je le rappelle, ça a été aussi en tant que conseiller municipal de Païta, où je me suis investi pendant quelques années. Voilà, donc ça correspond finalement à ma sensibilité profonde. C'est cette partie de la Calédonie qui, je crois, entendra mieux le discours que je peux tenir. Quels vont être les thèmes essentiels de votre campagne? Vous parliez de cette volonté de participer à la définition de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, mais on sait que l'un des thèmes qui revient beaucoup, notamment ces derniers jours, c'est la vie quotidienne des Calédoniens, les pouvoirs économiques, les problèmes de pouvoir d'achat. Vous êtes obligé aussi d'en tenir compte dans une campagne? C'est des thèmes qui vont forcément être discutés pendant cette campagne, au-delà, comme vous l'avez dit, de l'avenir institutionnel, où il faudra poser des principes. Je pense qu'il ne faudra pas aller au-delà de principes. Ceux qui présentent aux Calédoniens un projet tout ficelé, je peux vous garantir, et puis je peux mettre ma main à couper, que ce n'est pas celui-là qui sera le statut de la Nouvelle-Calédonie de demain.
Mais au-delà de cet aspect institutionnel, je pense qu'il y a 3 grandes thématiques essentielles dont on va devoir discuter pendant cette campagne. C'est, vous le dites, la question du pouvoir d'achat, mais au-delà de ça, la question économique, où on porte nos candidatures, que ce soit Virginie et moi-même, une logique économique libérale. Mais libérale parce qu'on est convaincu que c'est la seule qui peut justement lutter le mieux face aux inégalités sociales de notre Nouvelle-Calédonie. Et quand on parle de pouvoir d'achat, on parle d'inégalité sociale. Pourquoi ? Parce que c'est la seule, ce n'est qu'une relance économique qui permettra de créer de l'emploi et donc de donner du travail aux Calédoniens et donc un salaire à la fin du mois. Ce n'est qu'une relance économique qui va pouvoir renflouer les caisses des collectivités, de la CAFAT et autres, et donc permettre de prendre en charge tous les coûts de nos régimes sociaux en général. C'est ça notre conviction. C'est ce que nous allons porter et c'est ce que nous allons expliquer aux Calédoniens. L'autre sujet important que nous avons en tête, c'est aussi, bien sûr, les questions de sécurité. Et hélas, maintenant, elles sont prégnantes partout sur le territoire. Elles étaient peut-être davantage, à une certaine époque, sur l'agglomération. Mais quand on voit ce qui se passe à Koumak, par exemple, ces derniers temps, où le maire a été obligé de prendre un arrêté de couvre-feu pendant le week-end ou d'interdiction de vente d'alcool, ben on voit que hélas, ça devient une vraie difficulté de tous les Calédoniens partout où ils se trouvent. Et enfin, un autre sujet de poids, mais qui est presque naturel, c'est comment on arrivera à vivre ensemble, tous ensemble, demain, ici en Nouvelle-Calédonie, dans le respect de nos différences, sans que les uns aient une place supérieure aux autres, dans le respect de notre espace de vie, de nos modes de vie, de nos traditions, de nos coutumes. On a des différences ici en Nouvelle-Calédonie, et ben ces différences, il faut qu'on les accepte, mais au-delà de ça, il faut même qu'on les partage peut-être à un moment donné, pour qu'on crée cette fameuse identité calédonienne à laquelle tout le monde pense. Vous allez faire campagne comment? La seconde circonscription, c'est aussi l'une de ses particularités, c'est qu'elle est très vaste. Il faut aller partout. C'est ce que vous allez faire dans les semaines qui viennent, parce que les élections, donc c'est les 12 et 19 juin, ça va aller très vite. Ça va aller très très vite, je vous le confirme. Moi, j'ai l'intention d'aller partout, surtout toute la Grande Terre, enfin au-delà de Nouméa, d'aller à la rencontre de tous les Calédoniens dans toutes les communes de Nouvelle-Calédonie. Les choses se mettent en place. Il y a un comité de soutien également qui va se mettre en place. Des réunions vont se tenir, je le répète, sur tout le territoire, que ce soit des réunions publiques ou des réunions chez l'habitant, je veux dire ça comme ça, parce que je pense que parfois c'est dans des contacts très proches qu'on parle le mieux ou plus facilement et que finalement on entend le mieux ce que les Calédoniens ont dans leur tête et qu'on peut aussi prendre plus de temps à expliquer ce que nous avons, nous, dans notre tête, et donc que l'échange puisse se faire. Donc c'est vraiment une démarche de proximité qu'on va mettre en œuvre au maximum, sans oublier bien sûr les réseaux sociaux qui, hélas, influencent beaucoup de monde. On travaille aussi là-dessus, on a une équipe qui est opérationnelle déjà sur le sujet. Voilà, ça va être une campagne de proximité. Alors encore petite incertitude inconnue. Vous le connaissez, mais votre suppléant, vous avez choisi de pas le rendre public toujours, donc pas déjà, ce sera dans quelques jours, c'est ça que vous rendrez public? D'ici 2 semaines. Et puis incertitude aussi sur la donne politique de cette seconde circonscription, puisque vous avez été les premiers, Virginie Ruffnac et vous, à faire acte de candidature, donc on aura l'occasion d'en reparler. En revanche, vous avez l'investiture, on en parlait il y a un instant de Valérie Pécresse, vous avez l'investiture des Républicains, votre famille politique nationale, c'est quelque chose d'important ça? Je vous confirme qu'on a effectivement l'investiture des Républicains. C'est quelque chose qui est important. Ça va dans la démarche du soutien à Valérie Pécresse. Ça a été, je l'ai dit tout à l'heure, l'ADN du Rassemblement a toujours été une démarche en lien avec les gens de droite au niveau national, que ce soit Jacques Chirac, que ce soit Nicolas Sarkozy et aujourd'hui Valérie Pécresse. Mais ce qui est le plus important quand même, c'est quand même cette élection législative à nos yeux, parce que c'est là où on va choisir les députés de la nation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Autrement dit, c'est l'Assemblée nationale, c'est la couleur politique de l'Assemblée nationale qui ne sera pas forcément celle du président ou de la présidente de la République. C'est 2 élections différentes. C'est elle qui va définir cette couleur politique de l'Assemblée, la couleur politique du gouvernement national, qui lui va être celui qui se retrouvera autour de la table, je l'ai dit tout à l'heure, des discussions. Mais c'est aussi surtout l'élection des 2 députés calédoniens. Et ce sont ceux qui vont porter la voix, qui vont devoir porter la voix de tous les Calédoniens, toutes sensibilités confondues, au-delà de notre propre sensibilité. Ce sera ça notre responsabilité. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je vais aller à cette Assemblée nationale,
pour porter, encore une fois, ce qui me paraîtra le plus équilibré pour que chacun, ici en Nouvelle-Calédonie, trouve sa place et soit respecté à sa place, et qu'ensemble, on construise notre communauté calédonienne de demain. Eh bien, nous aurons forcément l'occasion d'en reparler dans les semaines qui viennent. Thierry Santa, membre du gouvernement, président du Rassemblement et candidat à l'élection législative. Merci d'avoir accepté notre invitation ce midi. Merci pour l'invitation. La fin de ce magazine Transparence, magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Vous pourrez dans un instant le retrouver en podcast audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Excellent après-midi à tous. Votre prochain rendez-vous d'info, c'est à 13h.